Donc, je vous propose d'ouvrir la séance du conseil municipal donc, du 4 mars. On va commencer par l'appel, comme d'habitude. Donc, Madame Lesbatz, Monsieur Lureau, Madame Brochard, Monsieur No, Présent. Madame Winter, Monsieur Verdon, Monsieur Messailly, Madame Goury, Madame Abadi, Madame Foran, Monsieur Maître. Alors, Madame Lahari est absente, a donné procuration à Monsieur Lureau. Monsieur Coyac est absent, a donné procuration à Monsieur Verdon. Monsieur Vidou, Madame Merin, Madame Maury, Monsieur de la Victoire, Madame Dauvilliers, Monsieur Dauvilliers, Monsieur Cholet, Madame Ric-Bosch, Monsieur André Lebègue, Monsieur Colombo, Madame Boniface. Alors, absente pour voir Monsieur Colombo. Madame Elfadi, Monsieur Aguerre est absent, a donné procuration à Madame Lesbatz, Madame Malada et Monsieur Nicolas. Je vous remercie. Je vous propose de nommer Monsieur Thierry Verdon en secrétaire de séance. Et nous allons passer donc aux communications. Alors, je voudrais faire une première communication. Je voulais saluer ici la décision difficile mais courageuse de Monsieur Alain Ziani, qui, vous l'avez certainement vu dans la presse, a décidé de démissionner pour des raisons de santé de la présidence de Bordeaux Métropole. Donc j'ai personnellement beaucoup appris auprès de ce grand monsieur de la politique métropolitaine et mérignacaise. Il a été aussi sénateur. Et je lui souhaite vraiment de pouvoir poursuivre son mandat de maire de Mérignac, puisqu'il reste maire de Mérignac, jusqu'à son terme en 2026, puisqu'il ne se représentera pas, et donc dans les meilleures conditions pour lui et ses administrés. Je vais faire deux rapides communications concernant les travaux du poteau d'Ivrac. C'est très attendu, donc il devrait se terminer, si la météo le permet, à la fin de la semaine. Donc voilà, ça permettra d'avoir un secteur qui va être à nouveau un peu plus fluide en termes de circulation. Et en revanche, les travaux du boulevard Feydeau qui démarrent. Donc on a encore une semaine où une partie du boulevard est fermée aux deux sens de circulation et sera réouvert à partir du 11 mars dans le sens 13 Bordeaux. Je vais passer la parole à Madame Lesbatz, tout d'abord pour la point culture. Bien, oui, je voulais vous donner les informations, les animations de la semaine. Vous savez que vendredi, on est le 8 mars, journée donc, où on célèbre les droits des femmes. Donc, il y aura 3 temps. Mercredi, à la médiathèque, il y a une autrice de BD, Marion Duclos, qui a fait une adaptation d'un livre de Yasmina Kadra, Ce que le jour doit à la nuit. Vendredi, au Cuvier, un spectacle très original. Je vous incite vraiment à venir le voir. C'est un spectacle de musique et de chant participatif, c'est-à-dire qu'il y a deux artistes sur scène avec des artiguaises qui vont faire la cuisine. Donc la cuisine va être associée à ce spectacle de musique sur le thème de la diversité culturelle, donc de la diversité aussi culinaire, et des problèmes que ça peut engendrer donc pour certaines personnes lorsqu'on fait des excès ou lorsque c'est pas équilibré. Ne soyez pas effrayés par le titre, la poutine de Janine. Poutine, c'est un plat québécois, pas très appétissant d'ailleurs. Voilà. Et samedi après-midi, à la médiathèque, de nouveau, il y aura une conférence avec EndoFrance sur l'endométriose, qui est une problématique de santé chez les femmes, qui a longtemps été, on va dire, négligée, donc, et qui touche en gros 10% des femmes, ce qui est loin d'être anodin. Et une petite information, là, cette fois-ci, là, rien à voir avec les droits des femmes. Sur le recyclage, à la Maison Éco, tout le mois de mars, on récupère tout appareil électrique, électronique. Il y a à la médiathèque, à la Maison Éco, tous les types d'ustensiles, mais vraiment, vous pouvez tout ramener, sauf bien sûr des choses trop volumineuses. Mais voilà pour les informations. Merci. Je passe la parole à Madame Brochard.
information. Alors, quelques animations également. Pour le vendredi 8 mars, le loto d'Artig Hand Club à la Grange Bétail, ouverture à 19 h. Le samedi 9 mars, soirée au pied dansant à la Grange Bétail. Le samedi 16 mars, là, ça serait bien qu'il y ait beaucoup de monde. C'est une marche pour la Ligue contre le cancer de l'association Accor et une bourse aux vêtements de printemps de la MAB à la Grange Bétail. Voilà. Merci. Alors, non, je repasse la parole. C'est Monsieur No et Madame Lesbat, peut-être à deux voix pour la présentation. On a peut-être une présentation qui va s'afficher sur bonsoir à toutes et tous. donc l'école. Je vous livre les résultats de la première étape du sondage qui a été fait auprès de nos concitoyens. Est venue en tête Madame Joséphine Becker avec 52,7% de voix. En deuxième position, Monsieur Hubert Rive avec 46,6% de voix. En troisième position, Olympe de Gouges avec 21,3% de voix. Et en quatrième position, M. Daniel Pénac avec 20,4% de voix. Bon, pour information, il y a eu un peu plus de 600 personnes qui ont voté. Voilà, et voilà, les 4 restants sur les 8 qui avaient été présentés. Et maintenant, la dernière étape, ce sera les enfants d'école élémentaire qui feront le choix parmi ces 4 personnalités-là. Et on présentera le résultat de ce vote. Enfin, on fera approuver par le conseil municipal le résultat de ce vote des enfants. Donc je rappelle que les gens votaient, enfin les citoyens pouvaient voter pour 2 hommes et 2 femmes. Et donc c'est les résultats qui ont été annoncés. Non, c'était 2 hommes et 2 femmes. Non, un homme et une femme, pardon. Un homme et une femme, pardon. C'est le premier. C'est les deux premières femmes et 2 premiers hommes, pardon, qui ont pu être retenus. Merci. Alors, voilà, nous passons maintenant aux décisions. Alors, vous avez vu le tableau des décisions. Bon, il y a 18 décisions. Il y en a 16 qui concernent des contrats de concession pour les divers spectacles qui arrivent, ou qui sont d'ailleurs certains déjà passés. Un contrat de maintenance pour nos vélos à assistance électrique. Et puis donc un contrat de mise à disposition de personnel avec l'association intermédiaire des Hauts-de-Garonne. Nous passons maintenant aux délibérations. Donc la première délibération, elle concerne l'approbation du procès verbal de la séance du Conseil du 18 décembre 2023. Donc on l'a vu en commission. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. Non, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 abstentions. Donc, qui est pour? Je demande de lever la main. Merci. Donc la délibération numéro 1 est adoptée à la majorité. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Karim Messaï pour le débat d'orientation budgétaire 2024 avec une présentation à l'appui. Monsieur Messaï. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Traditionnel donc débat d'orientation budgétaire, petit rappel du calendrier. On a précédemment voté une première partie du budget pour le fonctionnement classique à hauteur de 25%. Maintenant, il s'agit d'un débat plus de fond sur les orientations que nous souhaitons donner à ce budget et ensuite un vote du budget pour la fin du premier trimestre. Alors, cette présentation, on va essayer de la rendre un peu synthétique et digeste, parce que le sujet des finances locales n'est pas forcément un sujet très simple à aborder. On va, grâce au soutien de ce PowerPoint et évidemment grâce aux services qui l'ont préparé, cette présentation aura donc 5 parties. La première partie, évidemment, c'est les éléments de conjoncture mondiale, nationale et locale. On passera un peu plus vite sur les éléments de contexte mondiaux et nationaux et un peu plus longuement, par contre, sur les éléments de conjoncture locaux. La deuxième partie concernera donc les grandes orientations financières pour la ville.
La troisième partie, c'est la présentation du budget. La quatrième partie, la gestion de la dette. Enfin, cinquième et dernière partie, les 2 budgets annexes, budget pour l'école d'art et le CCS. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec un contexte économique mondial qui est plus favorable, mais encore fragile. Il est plus favorable, néanmoins, en mauvaise posture encore aujourd'hui. Plus favorable par rapport à quoi? Par rapport à l'incertitude dans laquelle nous étions l'année dernière à ce moment-là. Nous fêtions le triste anniversaire de la première année de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on fête le 2e anniversaire de cette guerre avec d'autres événements géopolitiques qui ont malheureusement eu lieu au Moyen-Orient et dont on ne connaît toujours pas l'issue. Donc, malgré tout, sur questions strictement budgétaires, et là il s'agit principalement des fluides, l'incertitude par rapport au gaz, au prix de l'électricité qui était une question prégnante l'année dernière, elle l'est un peu moins aujourd'hui, mais néanmoins les questions géopolitiques demeurent très inquiétantes et nous invitent encore une fois à la prudence. Sur la partie de la croissance mondiale, on devrait se stabiliser autour de entre 3 et 3,2% en 2024-2025. On voit que l'année, au niveau national, la France continue d'enregistrer un déficit excessif. Vous voyez qu'elle est parmi le plan de tête des pays pour lesquels le déficit est important, avec l'Italie, Malte et l'Espagne. Le déficit public, quant à lui, devrait donc se stabiliser à hauteur d'environ 5 points de PIB contre 4,7 en 2022, donc qui enregistre une légère dégradation. Donc au niveau européen, le ratio de cette dette place la France donc, parmi les pays les plus endettés. Ce n'est pas une nouveauté et c'est pour ça qu'on préfère garder un peu de notre temps pour discuter des sujets plutôt locaux. Donc, vous savez que pour la question des finances locales, on dépend donc de la loi de programmation de finances 2023 et 2023-2027. Concernant le solde des administrations publiques locales, il est neutre en 2022, donc vous le voyez plus ou moins sur le graphique. Il y a un double objectif de cette loi de programmation des finances publiques. Premier objectif, donc, c'est un investissement, concernant l'investissement, donc une hausse de la capacité de financement passant de 0% en 2022 à 0,4% du PIB en 2027. Sur le fonctionnement, donc, les évolutions des dépenses fixées à l'inflation à moins de 0,5%, plus les prévisions de recettes tablant sur une diminution de 0,6% du PIB. Retenons plutôt que les sanctions de type contrat de Cahors. Contrat de Cahors, c'est une forme de contractualisation entre l'État et les collectivités sur la gestion de la dépense publique, ont été supprimées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les collectivités. On peut passer donc à cette première partie, une fois ce propos liminaire effectué. Donc dans cette première partie, je reprends le fil de mes notes. La loi de finances 2024, pour la fixation du montant de la DGF. La DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement, qui est une ressource primordiale pour les collectivités. Elle a été, donc, le montant d'à peu près 27 milliards a été abondé de 320 millions d'euros en 2023 et de 640 millions d'euros en 2022. On note quand même que l'abondement est 2 fois inférieur à ce qu'il a été l'année précédente et qu'il n'y a pas de suspension de l'écrêtement pour 2024. Concernant les différentes péréquations, donc il y a une péréquation verticale État-collectivité, une péréquation horizontale entre collectivités. Donc il y a une augmentation de 150 millions d'euros pour la DSU, c'est la dotation de solidarité urbaine, et autant sur la dotation de solidarité rurale. Nous sommes éligibles à chacune d'entre elles et vous le verrez dans des proportions tout à fait différentes. Donc les communes sont concernées justement par des ponctions sur des variables d'ajustement.
Je vous passe les différents acronymes un peu barbares, mais il y en a pour 27 millions. Donc, la première, c'est la dotation de compensation de la réforme professionnelle. Et la seconde, c'est le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Toujours sur le projet de loi de finances 2024, l'institution du budget vert et de la dette verte, les communes plus de 3500 habitants dont nous sommes, il y a la création donc, d'une annexe budgétaire intitulée donc, Impact du budget pour la transition écologique. C'est un sujet qui nous tenait à cœur et qu'on avait d'ores et déjà annoncé, bien avant d'ailleurs la loi de finances. Hein. Nous souhaitions disposer d'un budget vert comme un certain nombre de communes et pour le coup, on n'a pas attendu le projet de loi de finances pour impulser cette dynamique. Il y a une présentation donc, des dépenses d'investissement qui doit éclairer justement de quelle manière elles contribuent positivement ou négativement d'ailleurs aux objectifs de transition écologique qui sont définis par l'État. Donc le deuxième point, c'est la création donc, de cette annexe budgétaire facultative qui s'intitule donc État des engagements financiers concourant à la transition écologique. La présentation donc, du montant de cette dette est consacrée au financement des dépenses qui concourent encore une fois positivement aux objectifs environnementaux qui sont fixés par le droit européen ainsi que son évolution. On va revenir on va dézoomer et s'intéresser maintenant un peu plus à la situation locale. On a donné quelques éléments de conjoncture mondiale, européenne. Maintenant, ce qui vous intéresse tous, c'est comment se portent nos finances d'un point de vue local. Alors, d'abord à l'échelle de Bordeaux Métropole, qui est notre PCI, cet acteur majeur avec un peu plus de 2 milliards d'euros de budget. Ensuite, on rezoomera sur la ville. Mais qu'est-ce qui nous permet d'avoir une vue sur la situation financière d'une collectivité, indépendamment de son échelon, qu'elle soit EPCI ou commune? Il y a ce fameux triptyque des indicateurs de santé financière, évidemment le niveau de la dette, le taux d'épargne et enfin l'endettement. Donc sur le niveau de la dette, au 1er janvier donc 2024, il est d'un peu plus d'1,5 milliard, d'un peu moins d'1,5 milliard contre 1,13 milliard en 2023, ce qui fait une augmentation de la dette d'un peu moins de 15%. Sur le deuxième indicateur de santé financière, donc l'épargne brute, il est à 17,6% en 2023 contre 14%, autour de 14% projeté pour 2027. Et concernant donc la capacité d'endettement, il est relativement faible. Il est à 5 ans et 5,1 années en 2023, et par contre il est projeté pour 2027 à un peu plus de 10 ans, le seuil d'alerte étant à 10%. Cela dit, on est sur une trajectoire qui est parfaitement maîtrisée. Qu'est-ce que ça dit quand on sort un peu de son PowerPoint, quand on regarde de manière un peu plus dynamique la situation de Bordeaux Métropole, sur laquelle évidemment nous n'avons pas de maîtrise, mais sur laquelle nous avons donc nous travaillons étroitement avec eux. Ils financent énormément de nos projets. Ce qu'on voit, c'est que donc, les investissements métropolitains sont toujours importants, malgré le contexte. Ils sont importants et ils sont financés pour moitié par la dette, effectivement, mais la dynamique métropolitaine continue, en tout cas sur les projets métropolitains, continue d'être soutenue, et tout ça à la faveur donc, des 28 communes qui composent cette métropole. Cette deuxième partie, sur les grandes orientations municipales maintenant pour 2024. Alors on va s'arrêter un peu plus longuement sur la situation de notre commune.
J'aurai un propos liminaire justement sur ce contexte économique dans lequel le projet de budget prévisionnel a été construit. On va évidemment donc parler de la capacité de désendettement et de l'épargne brute, ces fameux indicateurs globaux de santé d'une commune. Donc sur le contexte économique dans lequel nous avons construit ce budget prévisionnel, il a été élaboré et il demeure d'ailleurs relativement incertain, mais c'est sans commune mesure avec ce que nous avons connu les années précédentes. On a connu le Covid, on a connu les incertitudes liées à l'explosion des fluides. On est moins dans cette situation, mais néanmoins, la prudence demeure. On est en effet au cœur de crises énergétiques et géopolitiques. L'instabilité ambiante donc avait conduit justement à cette fameuse prudence. L'accalmie constatée en toute fin d'année, en tout cas sur la partie des fluides, et justement les efforts conjugués, les efforts de gestion pour la mise en œuvre de l'exercice ont permis de circonscrire au moins pour une année donc l'effet ciseau que je vous présentais l'année dernière entre les dépenses et les recettes, cet effet ciseau quasi systémique d'ailleurs qui était constaté sur l'évolution du budget. Donc, malgré un résultat qui est encourageant, il faut poursuivre les efforts de maîtrise de la dépense à périmètre constant, tout en rappelant que le levier fiscal a joué un rôle important dans ce redressement, qu'il ne devrait pas être activé pour 2024, alors que de nombreux projets vont se concrétiser cette année. Donc maintenant sur la capacité de désendettement, en 2022 elle était à 3,8 années contre une demi-année en 2021. Donc, l'évolution de ce ratio résulte logiquement donc la souscription de l'emprunt de 4 millions d'euros en novembre 2022 à l'époque où justement les taux étaient moins importants qu'aujourd'hui. On a eu le nez creux en souhaitant à tout prix tabler sur un taux fixe et non pas sur un taux variable qui nous aurait mis dans la panade aujourd'hui. Heureusement, ces mesures de bonne gestion ont permis juste de maintenir le remboursement de la dette sur une durée fixe et un taux fixe. Il y a aussi la mise en éclairage LED qui concourt justement à cette capacité de désendettement. Cette mise en éclairage LED de l'ordre du million d'euros nous a permis justement de faire des économies notables à un moment où le coût de l'énergie était particulièrement instable. Donc, retenons que sur l'exercice 22, la ville demeure malgré tout en deçà donc, de la moyenne des ratios observés par Bordeaux Métropole. La moyenne Bordeaux Métropole est à 5,12 années quand nous sommes sur une capacité de désendettement inférieure à 3,8. Le taux d'épargne. Maintenant, donc le taux d'épargne brut de la ville s'établit à un peu moins de 13%. Ce ratio est en diminution par rapport à 2021 où il était aux alentours de 14%. Il demeure toutefois satisfaisant au regard des seuils d'alerte. Le taux d'épargne aussi, s'il baisse, c'est plutôt un bon indicateur justement de la vitalité des projets d'une commune. Parce que notre rôle d'élu, c'est pas justement de thésauriser, c'est d'utiliser l'argent de la collectivité pour que cet argent se transforme en investissement pour les citoyens. Donc en 2023, le taux d'épargne brut s'établirait selon les premiers résultats du compte administratif autour de 12% en légère diminution par rapport à 2022. Sur donc la troisième partie, le projet de budget pour 2024. Donc, quelques mots d'introduction. Pour rappel, un budget, c'est section investissement, section fonctionnement. On va étudier chacune des sections. On commence traditionnellement par la section fonctionnement. Donc pour 2024, les impacts de la crise devraient se manifester plus faiblement
sur la section de fonctionnement que les années précédentes. Cela étant, d'autres facteurs sont à prendre en considération, notamment en termes en termes de dépenses que de recettes d'ailleurs. Et tout ça, encore une fois, appelle à une gestion stricte, une gestion prudente des deniers publics. Donc sur la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, elle est lourdement affectée, comme vous le voyez, et comme je le disais en introduction, pour l'année 2024. Il y a une annonce importante de l'État qui a voulu soutenir les collectivités en annonçant 320 millions de plus au projet de loi de finances. Mais ces 320 millions d'euros, quand on les analyse d'un point de vue dynamique sur la perspective, ils sont en baisse de 50% par rapport à l'année dernière. Il convient toutefois quand même de noter qu'à la différence de 2023, le gouvernement n'a pas suspendu cette année l'écrêtement sur la dotation forfaitaire, ce qu'on appelle classiquement la forfaitaire. C'est ainsi que la ville, compte tenu des éléments de calcul sur sa dotation forfaitaire, sur la part non péréquée, donc sans péréquation, devrait subir une diminution de cette recette relativement importante. Bon, plus globalement, on a retenu l'hypothèse la plus défavorable par prudence et justement par bonne gestion. Et pour nous, il s'agit d'une perte d'à peu près 90 000 euros sur les 175 000 euros qui ont été alloués en 2023. Donc une réduction de 50%, je vous le disais. Juste pour, encore une fois, rester dans la perspective de cette dotation, en 2012, elle était à 840 000 euros. 841 000 euros très exactement. Donc c'est une division par 10 en 10 ans. Donc voilà l'état de la DGF touchée par l'ensemble des communes. L'ensemble des communes est touché, pour certaines dans des mesures différentes, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, a été divisé par 10 sur ces 10 dernières années. Donc, petit point qui n'est pas forcément PowerPoint, parce que le PowerPoint a vocation à rester très synthétique, mais on a d'autres leviers fiscaux, notamment la taxe locale pour la publicité extérieure. Il y a eu des évolutions réglementaires importantes sur cette TLPE, sujet taxe qu'on a révisé tous ensemble sur l'exercice précédent. En tout cas, l'État nous apprend qu'on n'aura plus forcément la main sur l'évolution de ce taux. Il y a différents dispositifs sur la TLPE, il y a les enseignes, il y a les préenseignes, il y a la publicité. Bon, concrètement, il ne sera plus possible d'appliquer une majoration de ces tarifs en cas d'appartenance à une EPCI, ce qui est notre cas, EPCI d'une strate supérieure, comme c'est le cas pour la commune. Donc la recette pour la TLPE devrait baisser de 26 000 euros, soit de 13% plus globalement. On va passer à un sujet qui a été évoqué déjà à de nombreuses reprises, dont le département s'est fait écho en décembre, qui est le sujet des droits de mutation. Droits de mutation, c'est ce que vous avez à travers l'acronyme DMTO. Donc, c'est les droits de mutation à titre onéreux. Qu'est-ce que c'est les droits de mutation à titre onéreux? C'est ce qu'on appelle un peu vulgairement les frais de notaire. Ces fameux droits de mutation, ces frais de notaire sont répartis entre le département, principal bénéficiaire de ces droits de mutation, mais aussi la ville. On parlait donc de la difficulté du département de la Gironde, mais de l'ensemble des départements français sur ces recettes. Il y a de moins en moins on est sur une activité immobilière qui est plutôt en berne, qui est voire particulièrement en berne. Pour exemple, entre 2021 et 2022, on était sur une recette qui a augmenté de 32%. J'ai le chiffre, on était un peu plus de 500 000 euros il y a 3 ans, alors qu'aujourd'hui la recette s'élève, l'atterrissage budgétaire, comme on dit, il est plutôt de l'ordre de 320 000 euros, soit 200 000 euros de moins pour les recettes municipales qu'en 2022. Le marché de l'immobilier
dans l'état dans lequel nous le connaissons, on a privilégié justement, encore une fois, une gestion prudente, une gestion une gestion qui, sans signe contraire du marché de l'immobilier, nous impose de reproduire en fait cette recette pour l'exercice 2024. Donc on a reproduit plus ou moins 320 000 euros de recettes, alors qu'elles étaient plutôt de l'ordre de 500 000 euros auparavant. Maintenant, un autre type de recettes de fonctionnement, c'est les produits des services publics. Produits des services publics qui n'ont évidemment pas vocation à être rentables. Les produits des services publics, c'est par définition pour apporter un service, et ce service n'est pas nécessairement, ne fait pas nécessairement l'objet d'une rentabilité certaine. Néanmoins, on se doit d'avoir une bonne gestion. Cette bonne gestion, comment elle s'exprime? Il y a une modification des tarifs de restauration scolaire qui ont été présentés aux précédents conseils municipaux par Bertrand Naut et Corinne Lesbat. C'est une tarification plus juste, plus sociale, avec un certain nombre de tranches, une quatorzaine de mémoire tranches, alors que pendant plus d'une vingtaine d'années, il y a eu un tarif unique de restauration scolaire. Pour les parents qui ont vu et c'est la grande majorité, qui ont vu les tarifs baisser, nous avons souscrit un dispositif de l'État qui nous permet de récupérer 180 000 euros pour les repas cantine inférieurs à 1 euro. C'est la barrette rouge que vous voyez. Donc on est globalement sur des produits de service identiques, modulo justement ce dispositif auquel la direction financière a pu obtenir faveur. Avec une compensation de l'État, donc pour 1 euro de ticket, 1 euro de frais, l'État nous donne 3 euros pour justement permettre une tarification plus juste, plus sociale, comme cela a été mis en œuvre depuis quelques mois. Donc, sur le chapitre 11, justement, relatif aux charges à caractère général, elles enregistrent une augmentation de près de 6,2%. Ces charges à caractère général, en fait, suivent tout simplement l'augmentation générale des prix qu'on appelle l'inflation. Les collectivités, tout comme les entreprises ou encore les ménages, sont victimes de cette inflation, et elles se caractérisent chez nous, pour d'autres collectivités, par cette hausse qui est malgré tout limitée. L'inflation a pu augmenter de manière beaucoup plus forte que ces 6% sur les quelques derniers mois, même si l'augmentation a tendance à se tasser. Néanmoins, l'augmentation demeure. Je vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas, nous avons les éléments de cette augmentation. C'est de l'ordre de 194 000 euros. Vous voyez juste l'achat de matériel, autres livres. On est à peu près à plus 30 000 euros. Sur l'augmentation du poste alimentation scolaire, on avait fait état l'année dernière justement de l'augmentation des denrées alimentaires. Il y en a pour 32 000 euros supplémentaires. Il y a la dommage ouvrage pour la future école de l'ordre de 30 000 euros. Voilà, donc s'agissant maintenant des fluides, la commune, fluide toujours... compose une dépense de fonctionnement importante pour toutes les collectivités comme pour tous les ménages et les entreprises. La commune a bénéficié donc de l'amortisseur électricité. Les ménages ont pu bénéficier d'une meilleure sécurité d'augmentation de l'électricité. On a eu malgré tout cet amortisseur qui nous a permis de ne pas débiter l'ensemble de la provision. On avait provisionné 1 million d'euros au précédent budget. Cette fin d'année, cet amortisseur électricité et la baisse de l'inflation ont permis justement de ne pas débiter l'intégralité de cette ligne et d'avoir un reliquat en excédent de fonctionnement en fin d'exercice. C'est particulièrement notable. C'est pas souvent qu'on
collectivité peut avoir justement un reliquat d'excédent de fonctionnement. Ensuite, il y a eu donc l'augmentation prévisionnel des charges, je viens de l'évoquer, et il y a la mutualisation du NSI. Le NSI, c'est le numérique et les services informatiques. Mutualisation à partir du 1er janvier 2024, sujet que nous avons déjà évoqué et voté. Et les dépenses de personnel qui sont en progression. Donc il y a 2 facteurs sur la progression des dépenses de personnel, effectif constant. La première, donc, c'est l'impact classique du glissement vieillesse technicité, là, ce que le PowerPoint indique sous l'acronyme de GVT. Donc le glissement vieillesse technicité, cet impact il est de l'ordre de 36 000 euros. C'est les évolutions de carrière des agents, c'est les promotions, les évolutions de grade des agents. Donc à effectif constant, on a, on a une augmentation justement de la masse salariale. Il y a aussi donc la revalorisation du point d'indice qui a été décidée par l'État avec le budget des collectivités. L'impact, c'est un peu plus de 40 000 euros et l'attribution de 5 points d'indice majorés au 1er janvier 2024 avec un impact d'environ 40 000 euros. On se félicite de ces augmentations finalement de charges. Ce n'est pas souvent qu'une collectivité se félicite de l'augmentation de ses charges, mais on estime, toute cette équipe municipale, cette majorité, que les agents ont eu des points d'indice bloqués pendant de nombreuses années, qu'il était temps justement de faire évoluer ces choses. Nous les avions budgétées dans tous les cas, et ce ne sont pas des choses que l'on découvre. Donc, il y a ensuite des facteurs internes. On parle de l'indexation du RIFSEP, encore un acronyme très joyeux. Le RIFSEP, c'est la partie prime du traitement des agents. Les agents sont payés sur un traitement et non pas un salaire. Ils ont un traitement qui est fixe et une prime qui est adossée à ce traitement. Donc c'est ce qu'on appelle le RIFSEP. Ce RIFSEP, il a été décidé pour la commune d'Artigues. Toutes les communes n'ont pas fait ce choix-là, d'indexer cette partie prime, ce RIFSEP, sur l'inflation. Donc l'impact, c'est un peu moins de 30 000 euros. Et donc à compter de septembre, avec l'ouverture du groupe, ça sera plutôt aux alentours de 80 000 euros. Je regarde si je n'ai pas oublié de points supplémentaires. Ainsi, un point notable d'ailleurs. La municipalité a aussi décidé d'octroyer au personnel communal, et ça a été annoncé lors des vœux du maire, aux agents, donc dans les conditions qui sont prévues par le décret de fin octobre 2023, une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle à destination des agents de la collectivité, dans une limite de 70% du plafond fixé par l'État. Donc c'est près de 50 000 euros qui ont été dédiés au soutien des agents publics artiguais dans cette période de crise qui touche toute la population et notamment les plus fragiles. Les charges de personnel à périmètre constant, finalement, quand on détricote ces charges de périmètre, quand on enlève les différentes primes et quand on enlève les éléments exogènes que la ville n'a pas décidé, on passe plutôt d'une augmentation de 6% à une augmentation de 3,55% de ce poste-là. On va parler maintenant de l'atténuation des produits. Donc, la loi de finances 2024 concernant les subventions aux associations et aux établissements publics, une politique associative de la ville, c'est donc le maintien des engagements de la ville auprès du secteur associatif, avec la reconduction pour 2024 de l'enveloppe allouée sur l'exercice précédent, donc une augmentation néanmoins des enveloppes dédiées à chacun des établissements publics. On le verra dans le budget annexe. Pour le CCAS, l'augmentation du budget est notable, parce qu'une augmentation de l'ordre de 20 000 euros, passant de 294 000 euros en 2023 à 217 000 euros, donc un soutien de la ville, de la politique municipale pour l'action sociale à destination des Artiguais.
Soutien également sur la partie artistique avec l'école d'art qui bénéficie lui aussi d'une augmentation de son enveloppe au bénéfice des artiguaires, un peu plus de 190 000 euros en 2023 et 217 000 euros 500 pour l'année 2024. La quatrième partie, donc la section d'investissement. Après avoir détaillé la section de fonctionnement, maintenant on passe à la section d'investissement. La section d'investissement, c'est généralement, enfin c'est pas généralement, c'est le marqueur politique d'une majorité, c'est la direction stratégique que la ville souhaite prendre. Donc en 2022, les dépenses d'équipement par la ville sont élevées à 97 euros par habitant contre 125 en 2021. Donc, c'est les résultats définitifs des grands marqueurs de cette première partie de mandature aboutiront ainsi dans le courant 2024. Plus clairement, parce que ce n'était pas franchement très clair, les projets de cette première moitié de mandature sortiront de terre et vous avez d'ailleurs déjà commencé à les voir avec la halle, mais suivront l'école qui presque terminé son hors d'air. Thierry le précisera si vous le voulez. En tout cas, l'aboutissement des projets de cette première mandature, vous savez, il y a le temps du montage des projets qui nécessite un peu une forme de patience. Et ensuite, les projets sortent de terre et on est justement sur cette phase-là, pile à mi-mandat, comme nous l'avions avec cette majorité prévue depuis le début de notre gouvernance. Donc, la ville doit financer, donc, hors prévision du budget principal, donc les dépenses engagées mais non mandatées sur l'exercice 2023 à hauteur de 5,67 millions d'euros. Donc, il s'agit donc de reste à investir vu que les projets ne sont pas dans la temporalité d'une année civile, évidemment, ce serait trop facile qu'un projet débute au 1er janvier et finisse au 31 décembre. Donc on a des reports d'investissement concernant donc les travaux. Là, il s'agit de la fin des travaux du groupe scolaire pour 4,5 millions. Le solde du fonds de concours de Bordeaux Métropole pour la construction de la halle à hauteur de 270 000 euros. Le fonds de concours, c'est la participation. Le solde par ailleurs du fonds de concours au SDEG pour la mise en éclairage public. Le SDEG, c'est notre prestataire, qui est un prestataire public girondin pour l'éclairage public. Et enfin, donc, le maire en parlait en introduction, la phase 2 de la requalification du boulevard Feydeau qui a débuté, vous avez tous pu le constater, pour un peu moins de 150 000 euros. Toujours sur ces principaux investissements, sur les facteurs sociaux, donc le programme d'intérêt général de l'ordre de 10 000 euros. Je reprends plus précisément mes notes et on pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez, mais j'aimerais continuer à rendre digeste cette présentation et pas vous abreuver de chiffres. En tout cas, j'essaye de globaliser pour qu'on puisse au mieux comprendre la direction politique et stratégique de ce budget. Concernant la restauration scolaire, donc une acquisition de matériel de 18 000 euros qui va justement nous permettre de pouvoir proposer plus de bio dans la cantine selon les engagements que nous avons pris. Je vous renvoie donc aux présentations qui ont été faites par Corinne Esbatz et Bertrando. On va investir sur une machine qui nous permettra justement de faire de la viande bio. Aujourd'hui, on avait un pourcentage de bio, mais pour la viande, c'était tout à fait particulier dans la restauration collective. Donc, on a investi dans ce sens-là. Il y a aussi donc un reliquat de maîtrise d'œuvre concernant la réalisation de la chaudière bois à Feydeau. La restructuration, concernant les agencements de terrain de l'ordre de 80 000 euros, je reprends le détail, si vous permettez. Voilà, donc
Les aménagements paysagers, il s'agit de la ZACOM FEDO. Je suis un peu perdu dans mes notes, mais je vais le faire un peu de tête. La réfection donc, des tribunes de FEDO en partenariat avec le joueur de football Aurélien Tchouaméni. On remercie pour cela ce joueur, mais aussi l'initiative de Claude Dauvilliers. Initiative donc reprise par la commune et les échanges étroits qu'a le maire avec la famille du joueur. La mise en place donc, d'un système de contrôle et de gestion de l'arrosage pour l'ensemble de la commune, parce que comme beaucoup de communes, vous aviez pu le constater lors de vos différentes visites à Artigues ou ailleurs, possiblement on pouvait arroser en temps de pluie. Donc on met fin à cette ineptie et on investit justement sur la gestion de l'arrosage. Thierry Verdon est à la maîtrise de ce sujet-là. La station de chauffage FEDO, j'en ai reparlé. Vu que je suis plus mes notes, je suis obligé de reprendre les éléments. L'entretien du patrimoine bâti, donc 350 000 euros, ça dénote justement cette volonté stratégique de la commune d'avoir un patrimoine, d'une part, beaucoup mieux connu et d'autre part, beaucoup plus vertueux. Je cite pour mémoire, parce que je ne sais plus où c'est dans ma vingtaine de pages de notes, notamment les aménagements de voirie que Thierry Verdon suit en particulier au pied de l'école de la Plaine. On va rétablir la situation parce que les fortes pluies de cet automne, les parents et surtout les enfants qui ont fréquenté cette école donc ont pu voir des flaques d'eau qui seront désormais résorbées en reprenant donc le dimensionnement de ces réseaux et la création donc de 2 nouvelles opérations. Je terminerai là-dessus pour les principaux investissements. Encore une fois, je vous disais, le section investissement est un vrai marqueur politique. Après les premières années de travail et la réalisation sur un temps très contenu de l'école FEDO, il y a 2 nouvelles opérations que nous souhaitons inscrire. Encore une fois, c'est le temps du montage. Quand on parle de nouvelles opérations, ce n'est pas des opérations qui sortiront forcément à la fin du mois de mars. Il s'agit d'abord de temps d'étude, de temps de diagnostic. Et on parle donc de la restructuration de l'école maternelle du Parc pour 2,71 millions d'euros, sujet qui nous tient évidemment au cœur. Et plus globalement, la rénovation énergétique des bâtiments. On parlait donc des consommations énergétiques sur l'éclairage public. Maintenant, on s'attaque donc aux consommations et à la rénovation énergétique de nos propres bâtiments. Je prends 2 minutes, si vous permettez, pour me remettre sur mes notes. Donc concernant maintenant les recettes, parce qu'il y a différents types de recettes, il y a les recettes classiques et outre le report, l'excédent reporté, je vous le disais tout à l'heure, donc la section d'investissement comprend en grande partie des recettes donc, classiques. S'agissant donc des recettes réelles, le BP 2024 prévoit donc les dotations, fonds divers et réserves pour 80 000 euros, dont 70 000 euros au titre du FCTVA. Le FCTVA, c'est le fonds de compensation de la TVA. On paye de la TVA sur nos avertissements et ce fonds de compensation vient l'année suivante redonner donc des recettes. Et donc, il y a 15 000 euros pour la taxe aménagement, donc le reversement de la part opérateur du pub FEDO. Le pub FEDO, donc c'est la grande zone autour de FEDO avec justement la création du nouvel Intermarché et la réfection complète de l'avenue d'Île-de-France pour un montant donc de 120 000 euros et la récupération d'avance dans le cadre des marchés de travaux pour la construction du groupe scolaire pour 135 000 euros environ. Donc il est probable que la commune ne perçoive pas le FDAEC. On en parlait juste avant ce conseil municipal. Le FDAEC, c'est l'acronyme exact, je crois que c'est le Fonds d'aide, Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes. Les départements de France et la Gironde ne fait pas exception, connaissent, je vous le disais, à cause des droits de mutation à titre onéreux, une baisse de leurs propres recettes. Donc par conséquent, ils ne
maîtrisent, ils ne peuvent pas abonder ce fonds départemental d'aide à l'équipement des communes à hauteur de ce qu'ils faisaient les années précédentes ou à hauteur de ce qu'ils espéraient tout simplement. Donc le BP prévoit aussi donc, le produit de la cession de l'îlot Bel Air. L'îlot Bel Air, c'est l'ancienne école d'Artigues dans le centre-bourg, donc, qui est prévue au premier trimestre 2024, donc dans les toutes prochaines semaines. Donc une recette d'1,3 million d'euros sera inscrite dans ce cadre-là. Donc, pour la séance du Conseil métropolitain de février 2024, on est particulièrement heureux de vous annoncer que le Conseil métropolitain a accordé une subvention pour un montant de 2,35 millions d'euros pour l'école. Elle a notamment souligné le caractère tout à fait vertueux de cette école. Et le montant de cette subvention nous ravit, et il s'agit d'un travail de longue haleine d'ailleurs, de Monsieur le maire en particulier, sur cette question-là. Donc cette subvention est désormais certaine, et donc on peut la porter en recette d'investissement. Concernant donc l'évolution du besoin de financement, donc la ville devrait enregistrer un besoin de financement d'1,34 million d'euros, que vous voyez difficilement en violet. Un niveau faible de recettes d'investissement est enregistré en 2023, inférieur à 1 million d'euros, et ça permet d'expliquer justement le besoin de financement constaté sur cet exercice. Les perspectives, donc maintenant qu'on n'a plus le PowerPoint, je vais devoir être un peu plus synthétique et vulgarisateur. Je ne pourrai plus m'appuyer sur le PowerPoint quand je me perdrai dans mes notes, mais on va terminer cette présentation d'une manière plus sereine. Donc, concernant les perspectives d'évolution de l'épargne, donc on a des hypothèses qui ont été retenues dans le cadre de la prospective financière établie dans ce rapport. La projection donc, tendrait à montrer qu'en 2024, l'épargne de gestion pourrait se contracter du fait de la dynamique des charges de fonctionnement, cette dynamique que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur la dynamique des charges liées au personnel, même si la mutualisation des services numériques et informatiques exclut justement, Bordeaux Métropole prendra à sa charge cette dynamique de charge, oui, justement. Donc cette prospective montre néanmoins que sous réserve de maintenir fermement l'évolution des charges tout en agissant sur les recettes, les ratios se stabiliseraient autour de 7% de notre épargne brute et de 4 ans pour la capacité de désendettement. Ce sont des perspectives plutôt saines, je dirais même très bonnes. Cette situation financière de la commune pourrait ainsi demeurer très acceptable donc à l'aune de la prochaine mandature. On a souhaité livrer aux Artiguais une situation en fin de mandature qui puisse permettre une vision stratégique pour cette deuxième mandature. Donc maintenant, concernant la gestion de la dette, quatrième et avant-dernier chapitre, il restera ensuite la gestion du budget annexe. La gestion de la dette au 1er janvier 2024, l'encours de la dette d'Artigues est autour de 4,22 millions d'euros. Donc par habitant, la dette s'élève en 2024 à 480 euros contre 510 euros en 2023. Donc la dette par habitant baisse parce que nous remboursons donc le service de la dette tous les ans, évidemment. L'encours de la dette des communes de même strate, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, situe autour de 780 euros en 2022, alors que plutôt autour de 500 euros. Donc, notre commune est bien en dessous de cet encours de dette. Donc la totalité de l'encours de la dette communale est de type A1. Alors ça, je vais l'expliquer de manière synthétique. C'est une notation des collectivités comme il existe des agences de notation pour les États. Donc la dette de la ville, retenons donc qu'elle est parfaitement sécurisée.
Passons maintenant donc au budget annexe, 5e et dernière partie. Quelques mots à peine pour vous dire que les sections d'investissement et de fonctionnement du budget annexe de l'école d'art s'équilibreraient en dépenses comme en recettes autour de 300 000 euros en fonctionnement et de 4 500 euros environ en investissement. Pour 2024, la ville versera une subvention, donc je vous le disais tout à l'heure, de 217 500 euros à l'école d'art en augmentation par rapport à 2023, afin donc de couvrir principalement l'évolution des charges de personnel, dont le glissement vieillesse technicité, la prime de pouvoir d'achat et l'attribution de 5 points d'indice. Voilà, je vous remercie pour votre écoute malgré les conditions techniques qui ne nous ont pas forcément aidés. Nous sommes à votre disposition pour ce débat du budget. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Oui, merci Monsieur Messailly. Pardon. Je vais passer directement la parole. Je ne vais pas faire de commentaires pour l'instant, mais est-ce qu'il y a des questions sur ce débat ? Monsieur Colombo. Oui, monsieur le maire. Nous tenons donc tout d'abord à vous remercier, monsieur le maire, pour cette sage décision de ne pas augmenter les impôts locaux une 3e année consécutive. Parce que nous sommes passés de 23,77% à 46,31% sur votre moitié de mandature. Monsieur Colombo, là par contre je vais vous arrêter parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. D'accord ? Expliquez pourquoi de se passer de 23 à 46%. Il faut quand même être un minimum honnête dans votre présentation. Je ne peux pas tolérer ce genre de choses. On est dans un débat, il faut éclairer les citoyens. Donc expliquer pourquoi il y avait la part départementale qui a pris au moins 20% là-dedans. Donc soyons un petit peu raisonnables dans nos débats, sinon ça ne va pas être... Voilà, on essaye, nous, de faire en sorte de vous informer chaque fois qu'on a des informations à vous donner. Et je crois que quand vous attaquez un débat comme celui-ci, on ne va pas beaucoup s'entendre. Donc soyez un minimum raisonnable et éclairé et dites la réalité des choses. Ne dites pas nous sommes passés de 23 à 40% comme ça, alors que vous savez très bien que c'est simplement une modification de la part départementale. Alors, c'est pas que, donc, monsieur le maire, vous avez quand même voté 2 fois une donnez augmentation les bons chiffres. On pourra débattre de ça, mais partons sur des chiffres un petit peu réalistes. Finir, sinon, parce que vous m'avez coupé la parole quand même. Je vous coupe la parole quand vous annoncez des chiffres qui sont complètement... Ils sont vrais. Ils sont vrais. Oui. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Pour moi, j'aurais pu vous expliquer. Je ne doute pas que vous allez nous expliquer. Allez, bien sûr, vous venez de l'expliquer, mais c'est pas tout. Il y a aussi la base des tarifs qui a augmenté et qui va encore augmenter. Donc les impôts vont quand même augmenter cette année. Il faut le savoir, on le sait. Mais ça ne sera pas de la part en raison de la municipalité. On en est d'accord. Mais vous avez quand même voté 2 fois consécutivement une augmentation du taux d'imposition des artigués, et ils s'en souviennent. C'est une mesure appréciable qui, à défaut de soulager la charge fiscale de nos concitoyens, dans ces temps difficiles, ne va pas l'alourdir un peu plus. Cependant, nous pouvons nous empêcher de souligner les défis financiers croissants auxquels notre commune est confrontée. La situation financière est très tendue et la décision de construire une école ainsi qu'une halle de marché soulève des interrogations légitimes. Les coûts de fonctionnement... C'est très agréable d'entendre des bruissements. Les coûts de fonctionnement associés à cette école vont probablement augmenter de manière significative et nous ne souhaitons pas, une fois de plus, voir essayer de compenser les baisses de dotation par des augmentations des tarifs communaux et des services proposés à nos concitoyens. Il est important de peser soigneusement nos priorités et de garantir que chaque euro dépensé serve au mieux l'intérêt de notre communauté. Il est encore temps de reconsidérer les dépenses et de chercher des alternatives plus économiques pour répondre aux besoins essentiels de notre commune, comme par exemple le nombre de contrats d'achat de services qui est en augmentation constante. En d'autres termes, il ne faut pas forcément dépenser moins, mais dépenser mieux. Je vous remercie pour votre écoute et votre... Oui, non, mais j'ai pris des notes, ne vous inquiétez pas, M. Colombo. Je voulais simplement passer la parole peut-être et je vous ferai une réponse d'ensemble. Donc, M. Cholet, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs les élus, c'est donc avec un esprit que nous voulons constructif, je précise. Non, c'est une blague, excusez-moi.
Donc, c'est une boutade pour détendre l'atmosphère, que nous prenons la parole aujourd'hui lors de ce débat d'orientation budgétaire. Si nous saluons la prudence affichée par la majorité, nous regrettons néanmoins que les orientations proposées ne soient pas à la hauteur des défis que nous connaissons. En effet, le budget présenté aujourd'hui n'est pas ambitieux et il manque de prétention. On ressent effectivement une forme de stagnation dans les engagements. Les mesures annoncées ne suffiront pas à relever les défis auxquels notre commune est confrontée. Nous constatons que l'élan amorcé en début de mandat s'essouffle et laisse désormais place à une suspension de l'ambition municipale. Nous regrettons que les projets structurants monopolisent aux actions politiques, et ce au détriment d'un engagement quotidien en lien avec la problématique des Artiguaises et des Artiguais. Malgré les efforts annoncés, nous constatons que le cadre de vie dans notre commune se dégrade. La voirie n'est pas toujours en bon état. Dans les quartiers, ici et là, s'accumulent des déchets et ordures que les riverains prennent eux-mêmes en charge. Des travaux perturbent et perdurent dans nos déplacements. L'oubli de nos jeunes abandonnés et livrés à eux-mêmes, les incivilités routières qui persistent, les espaces verts pas toujours entretenus, et enfin les infrastructures sportives et culturelles vieillissantes et manquantes. Nous regrettons également le manque de transparence et de participation dans l'élaboration de ce budget. Les citoyens n'ont pas été associés à ce processus important, d'autant que ce budget annoncé vise davantage, à notre sens, vos intérêts et ambitions politiques, et non ceux des habitants. Associer ces derniers à l'élaboration du budget sera un geste fort en matière de démocratie et parfaitement en lien avec les attentes et les besoins de vos administrés. Par ailleurs, nous sommes très inquiets par la mainmise sur notre commune de la part des institutions partenaires. La présentation du projet départemental de ce soir en atteste. En très peu de temps, ce n'est pas moins de 5 projets structurants qui nous ont été imposés. Entre l'aire de Grand Passage, la préemption de Saint-Leu, les différents foyers sociaux et éducatifs, et maintenant un centre d'accueil de la protection de l'enfance, nous nous interrogeons sur la capacité de votre majorité à vouloir et à pouvoir réguler des prétentions territoriales. Notre commune a-t-elle vocation à devenir un territoire enclavé et assujetti aux exigences d'autrui ? Bordeaux Métropole, je vous le rappelle, est composé de 28 communes. Ne devrions-nous pas nous interroger sur ce choix maintes fois répété d'Artigues comme territoire d'hébergement ? Même si nous cautionnons certains de ces projets, nous nous interrogeons malgré tout sur la manière, sur les conséquences de ces contraintes. Avons-nous les moyens et les ressources ? Qu'avons-nous obtenu en échange ? Quelles contreparties furent proposées ? En conclusion, nous pensons que le budget présenté aujourd'hui n'est pas à la hauteur des nouveaux enjeux, de ces nouveaux enjeux. Nous appelons la majorité à revoir ses orientations et à prendre des mesures concrètes pour répondre aux besoins des habitants de notre commune, à leur quotidien, et moins répondre à des exigences et des prétentions inadaptées à leurs attentes. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Je ne pense pas. Bien, alors, ce projet, comme l'a exposé M. Messailly tout à l'heure, est simplement le projet le reflet de ce que nous avons promis aux Artiguais. Et je crois qu'une des premières choses, c'est de tenir ces engagements et que l'ensemble de nos actions sont aujourd'hui sur la table et plus que sur la table, puisque tous les projets sortent de terre de manière, avec les difficultés que l'on sait malgré tout, avec la guerre en Ukraine qui a fait exploser la plupart des coûts. Et quand vous parlez de l'augmentation de la taxe foncière, M. Colombo, je crois que nous avons eu le courage de faire ce que n'ont pas fait les autres et ont laissé s'effondrer la dotation de l'État sans jamais réagir. Et donc, il aurait été aujourd'hui impossible de financer les projets qui avaient été prévus s'il n'y avait pas eu donc, cette réaction que nous avons eue, réaction saine qui permet aussi donc, d'arriver, comme nous verrons en fin de mandature, à un équilibre normal des finances publiques. Donc les projets que nous avions prévus sont des projets d'investissement importants pour l'avenir. Le premier étant dans l'éducation, bien sûr, avec la nouvelle école FEDO, mais nous aurons l'occasion de l'inaugurer ensemble. Et je pense que les futurs élèves pour les 50 prochaines années seront fiers de cette école et ils seront heureux aussi d'être dans une école qui sera aux meilleures normes environnementales et qui aura des coûts énergétiques très très faibles dans un environnement privilégié avec le cuvier de FEDO. Nous avons des investissements dans la transition énergétique. La halle de marché dont vous parlez, vous le savez, elle produira de l'électricité verte et nous pensons évidemment que c'est l'avenir et qu'il était grand temps de faire quelque chose et tout en dynamisant le centre-bourg. Ce n'est pas simplement en mettant une affiche et une annonce dans le journal sur le marché local que
c'était suffisant. Je pense qu'il faut vraiment faire des investissements dans cette commune pour pouvoir donner une réelle dynamique. Et là, le Marché en est un premier exemple. Sur la transition écologique, nous avons investi, vous le savez, 900 000 euros dans des LED. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire des économies de l'ordre de 100 000 euros par an, un peu plus de 100 000 euros par an. Donc c'est un investissement qu'il fallait faire et qui sera très rapidement amorti et qui permet aussi encore de laisser une situation saine pour l'avenir. Et puis, nous rénovons le patrimoine qui a été laissé dans un état pas très très bon. On a préféré dans le passé investir dans de nouveaux équipements, notamment sportifs, et on voit qu'il faut effectivement faire en sorte de rénover, ne serait-ce qu'entretenir donc le gymnase, les terrains de tennis, pour pouvoir avoir un équipement sportif et culturel qui soit en bon état, ainsi que les espaces publics. J'entends qu'on nous demande de dépenser moins et mieux, mais effectivement, ça, ce sont des mots. Ce sont des mots. Après, il faut dire effectivement précisément ce que vous souhaiteriez faire. Donc, notre politique est là assez claire. L'éducation, la transition énergétique, la solidarité. Nous avons augmenté donc nos subventions donc au CCAS, aux écoles d'art, et encore une fois, nous subissons malgré tout un certain nombre de baisses de dotation. Ce sera, M. Messayer l'a dit, près de probablement 90 000 euros cette année, et encore la même chose l'année prochaine, l'arrêt du FDEC. Alors j'espère qu'il reprendra, mais c'est plus de 30 000 euros. Et puis, effectivement, nous avons fait des choix politiques forts. Nous avons choisi de verser une prime à nos agents municipaux. Nous pensons réellement qu'ils le méritent et qu'il était nécessaire de faire cet effort-là. Alors effectivement, nous demandons aussi aux Artiguais de participer au bien-être aussi de leurs agents municipaux qui entretiennent la commune avec les moyens qu'on leur donne. Voilà. Concernant donc les zones de travaux. Alors d'un côté, on nous dit qu'il ne faudrait pas faire de travaux, que les voiries sont mal entretenues, et puis quand il y a des travaux, il semblerait que ce soit gênant. On nous parle des incivilités routières. Nous avons agi puisque nous avons passé la ville à 30 km/h et que de temps en temps, il y a des contrôles de police municipale qui permettent, et des contrôles de police nationale d'ailleurs, qui permettent d'arrêter les contrevenants. Et donc, quand vous dites, monsieur Cholet, que vous êtes très inquiet d'une soi-disant mainmise, je vous rappelle que depuis 50 ans, la commune d'Artigues est raccrochée donc à la communauté urbaine devenue Bordeaux Métropole, et que le résultat, c'est aussi un versement de 2,35 millions d'euros pour lequel je me suis battu pour la subvention de l'école Fédot. Et vous le savez bien, sans l'aide de Bordeaux Métropole, la plupart des communes auraient de grosses difficultés aujourd'hui à se développer et à maintenir et avoir des équipements publics. Donc évidemment, je pense que personne autour de cette table de Sensé, j'espère, ne souhaite sortir de la métropole, et qu'un certain nombre de projets, effectivement, de l'État, vous étiez aux commandes en 2017, quand un certain nombre de projets de l'État, notamment le Prada par exemple, a été installé sur la commune sans que ça ne pose de difficultés particulières. Et notre commune, et je pense que les Artiguais ont tout à fait la capacité à accueillir de nouveaux habitants sans difficulté et en plus de solidarité que vous ne le pensez. Voilà, j'en ai fini pour ce débat. Et bien donc, comme c'était un débat sans vote, je vous propose maintenant de passer au point suivant. Monsieur Messier, peut-être une précision. Oui, pardon, c'était tout simplement pour remercier les services, Olivier Pujol et Corinne Guimet, pour la préparation de ce travail. Et je voulais le dire avant la fin de cette délibération. Merci. Merci. Monsieur le maire, je vais passer. Petite parenthèse. Je vous redonne la parole, monsieur. Merci, monsieur le maire. Vous m'avez mal compris, je ne vous ai pas dit qu'il fallait dépenser moins. J'ai dit au contraire qu'il ne fallait pas dépenser moins, mais dépenser mieux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc je ne vous ai pas encouragé à dépenser moins. Oui. D'accord. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc au lieu de me couper, il vaut mieux m'écouter jusqu'au bout pour pouvoir mieux interpréter mes paroles. Donc voilà. Et après, j'avais quand même quelques questions parce que vous dites que vous êtes heureux de pouvoir et que vous prenez à cœur de verser des primes et d'augmenter les agents, mais il faut aussi bien les traiter parce que quand on voit le nombre d'arrêts pour dépression et le nombre de conflits qu'il peut y avoir actuellement avec les agents
que vous avez, vous, jusqu'à ne pas pouvoir participer au comité technique parce qu'ils ne souhaitent pas y participer tellement que c'est tendu. Donc, à un moment donné, c'est oui. En tout cas, je les félicite et je les encourage parce qu'ils font un très bon travail sur la commune et je les encourage à continuer. On est absolument d'accord donc sur le fait que nous avons l'année dernière effectivement passé les agents de 35 à 36 heures, ce qui a permis à la plupart des agents de récupérer donc 6 jours de RTT et donc maintenu l'indexation de la prime RIFSEP et attribué, donc nous allons le voir un peu plus tard, nous allons débattre la prime de pouvoir d'achat exceptionnel. Effectivement, vous avez peut-être dit qu'il faut dépenser mieux. Moi, j'avais noté moins et mieux, mais il faut dépenser mieux. Bon, j'attends toujours des propositions concrètes puisque c'est effectivement assez facile de donner des orientations de ce type-là sans dire précisément où est-ce qu'on mettrait l'argent. Bien, donc nous passons à la délibération qui concerne la création et fermeture de poste. Donc la délibération numéro 3, est-ce qu'on a... Oui, délibération numéro 3. Donc il s'agit d'une délibération pour ouvrir un poste à mi-temps. Il s'agit donc simplement de compenser le fait qu'un agent passe donc un agent de médiathèque va passer de 80% à 52%. L'agent de catégorie B, donc nous souhaitons recruter un agent de catégorie C à 50% pour compenser le travail de cet agent et ne pas être obligé de diminuer le service à la population. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas, mais je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Bien, à l'unanimité, la délibération numéro 3 est adoptée et je vous en remercie. Alors, délibération donc numéro 4, elle concerne justement le sujet précédent, la mise en place de la prime de pouvoir d'achat exceptionnel. Bon, sans rentrer dans les détails, je précise quand même qu'elle s'applique aux agents qui ont été nommés ou recrutés avant le 1er janvier 2023 et que les agents doivent avoir été employés et rémunérés jusqu'au 30 juin 2023 et sur une rémunération brute inférieure à 39 000 € perçue entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Voilà, alors nous avons retenu, donc l'État proposait un dispositif cadré avec des montants plafonds par tranche de rémunération et nous avons choisi d'appliquer un taux unique de 70% de ce plafond aux 7 tranches donc, qui vont de la tranche la plus haute inférieure à 20 ou égale à 23 700 €, on a 560 € et donc pour la tranche la plus basse dans l'autre sens, donc supérieure à 33 600 € et inférieure à 39 000 €, on est à 210 € par an, donc pour en une fois pour ce montant brut de prime de pouvoir d'achat. Et elle est aussi modulée en fonction du temps de travail. Un agent qui est à mi-temps touchera la moitié de ce montant-là. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Bien, l'unanimité. La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, la délibération suivante, donc, elle concerne la proposition donc, de donner mandat au centre de gestion de la Gironde pour le lancement d'une consultation pour la passation donc, de la convention de participation pour la protection sociale complémentaire. Vous savez donc, je rappelle, nous avons eu le débat l'année dernière donc sur les risques santé et les risques prévoyance. Une obligation est faite à l'employeur de participer financièrement à ces deux protections. Donc pour la prévoyance, c'est au 1er janvier 2025 et pour les risques santé, ce sera au 1er janvier 2026. Donc là, il est simplement proposé au conseil municipal que la ville travaille avec le centre de gestion qui, par effet de groupe, va aller chercher un assureur. Donc pour cette protection-là, nous n'avons pas, ce n'est pas un engagement aujourd'hui que l'on vous demande, c'est simplement un engagement à consulter. Et en fonction de ce qui nous sera proposé par le centre de gestion, il vous sera proposé alors ou pas d'adhérer à cette
aux offres qui seront proposées. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération, Monsieur Colombo? Merci, monsieur le maire. Pas une question, c'est juste pour dire que c'est une très bonne chose et il faut que ça soit fait et ne pas forcément attendre la date légale d'obligation pour le faire, mais si on pouvait avancer dans le délai d'une année aussi pour la mutuelle santé, la complémentaire santé, et de le faire en même temps que la prévoyance, ça serait très très bien pour les agents, ils seraient mieux couverts. Effectivement, c'est une question que l'on peut se poser de la dépense et en fonction des recettes que l'on aura, on regardera s'il est possible d'appliquer donc cette proposition. Y a-t-il d'autres questions? Non. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération numéro 5 est adoptée et je vous en remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Verdon pour la délibération numéro 6. Merci, monsieur le maire. Alors, actuellement, la société protectrice des animaux fonctionne à perte. Ce déficit a historiquement été absorbé par le don et legs et reçu pour faire vivre ce refuge. Or, un service public tel qu'une fourrière animale ne peut être financé par la générosité des particuliers. Face à l'explosion des coûts de fonctionnement au cours de la dernière année, c'est-à-dire salaire plus 16%, alimentation des animaux 33%, médicaments 19%, frais vétérinaires 29%, électricité plus 150%. Après décision d'harmoniser les tarifs et les conventions pour toutes les communes de Gironde, la contribution annuelle passe à 0,65 centimes par an et par habitant, net de taxes, à compter du 1er janvier 2024, qui reste cependant en dessous de la moyenne nationale qui serait aux alentours de 0,75 centimes. Et faire cesser la divagation d'animaux est une obligation du maire en termes de sécurité et salubrité publique. Cette délibération a pour but d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec la société protectrice des animaux. Merci, Monsieur Verdon. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Bon, écoutez, donc nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération numéro 6 est adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 7, Monsieur Verdon. Alors, la rue Blaise Pascal est une voie métropolitaine qui permet l'accès à une zone d'activité et la desserte de nombreuses entreprises. Dans le cas du projet de réaménagement, une première tranche a permis la création d'une voie verte de la zone de retournement et de la rue Blaise Pascal à l'extrémité du boulevard des Oiseaux, réalisée fin 2022. La deuxième phase des travaux consiste à réaliser une liaison douce pour permettre notamment la continuité cyclable et piétonne entre le boulevard des Oiseaux et l'avenue de Vircourt. Dans le même temps, il est envisagé de rénover l'éclairage public en implantant des candélabres sur le domaine public, mais également un mât qui doit être implanté sur une parcelle privée. Il convient donc de définir par convention tripartie, ville, SDEG et propriétaires privés, les conditions de mise en place et de gestion de ce mât d'éclairage public situé en domaine privé. Il est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer ce projet de convention qui vous a été transmis par le projet de délibération. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération purement technique, administrative? Oui. Non. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération numéro 7 est adoptée. Et M. Verdon encore pour la délibération numéro 8 sur les dons de modules exposés sur la place du centre. Merci. Dans le cadre d'une volonté dynamique du centre-bourg de la ville, l'association collective Cancan est intervenue pour réaliser des modules temporaires et participatifs. Commandés et fabriqués par Bordeaux Métropole, le président Bordeaux Métropole a ensuite informé la ville de sa volonté de lui faire don de ces modules, que la commune souhaite ce soir accepter. Ce don est néanmoins grévé de
charge dans la mesure où le collectif Cancan a souhaité que s'appliquent les conditions suivantes. Le collectif reste titulaire des droits d'auteur sur le module. L'œuvre est placée sous le régime de la licence libre, excluant toute utilisation commerciale sans autorisation et imposant de créditer néanmoins les auteurs pour toute utilisation de l'œuvre. La ville s'engage par ailleurs à assurer le bon entretien des modules dont elle deviendra propriétaire. Le conseil municipal étant compétent pour se prononcer sur l'acceptation des dons grevés de charges, il est proposé d'accepter le don par Bordeaux Métropole du mobilier réalisé pour le collectif Cancan, dont le détail est précisé dans l'annexe. Merci, M. Verdon. Avez-vous des questions sur cette délibération? Je pense que tout le monde a bien compris que ce sont les modules actuellement exposés sur la place du centre et cette place qui sera rénovée à partir du mois de septembre-octobre de cette année 2024. Non, pas de questions. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Et je vous en remercie. Je passe la parole à M. Lureau pour la numéro 9. Alors, cette délibération entrait au projet urbain de partenarial de l'allée des Papillons. L'allée des Papillons, pour ceux qui ne se situent pas, c'est la première allée à gauche quand on rentre dans l'avenue du Pérou, depuis l'avenue de Téchenay. Donc, c'est une petite allée qui descend vers la nationale 89. En bas de cette allée se trouve un terrain d'environ 17 000 m², ciblé de longue date par le PLU en artisanat. C'est ce qui va se réaliser aujourd'hui, puisque nous avons un opérateur privé, Boca, qui va réaliser une petite zone artisanale de 28 cellules. Ces 28 cellules représentent une surface approximative de 5 700 m² sur le terrain qui en fait 17 000, donc à peu près le tiers. Ce projet urbain partenarial, nous avons imposé que ce sujet se fasse à coût zéro pour la commune, c'est-à-dire que l'opérateur va prendre 100% du coût d'aménagement de la voirie nécessaire à la réalisation de cette petite zone d'activité artisanale. Ces coûts sont, je vous passe les virgules, de 162 000 € hors taxes à charge de Bordeaux Métropole et 32 000 € hors taxes à charge de la ville d'Artigues. Ces deux sommes étant remboursées évidemment par l'opérateur en fin d'opération, ce qui fait un coût global de 194 000 €. Et l'objet de cette délibération est d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de répartition de cette charge entre Bordeaux Métropole et la ville d'Artigues. Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur André Lebec. Oui, bonsoir. Juste une question. Bon, j'ai bien compris que c'était l'installation d'une zone artisanale. Ce que je vois sur le plan, c'est que c'est au milieu d'une zone pavillonnaire. Du coup, est-ce que les riverains ont été informés, voire est-ce qu'ils ont été consultés? Alors, au milieu d'une zone pavillonnaire, il y a toute la plus grande longueur de ce terrain est bordée par la nationale 89 qu'on ne peut pas vraiment appeler une zone pavillonnaire. Après, pour le principe de la consultation des riverains et de l'information, comme nous le faisons depuis le début de notre mandat, nous ferons une réunion publique dès que les permis auront été déposés. Aujourd'hui, c'est une délibération de pub d'aménagement. Donc, tant que ça, ce n'est pas fait, je ne fais pas de réunion publique parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Voilà, c'est le principe qu'on a adopté depuis le début. Je pense qu'il fonctionne assez bien, vu le public présent dans les différentes réunions publiques d'explication des projets qui sont menés par la ville. Voilà. Pardon. Ah oui, je vous avais évoqué précédemment, c'est ciblé au PLU depuis toujours. Hein. C'est pas nous qui l'avons mis. Hein. Il y a la 89 d'un côté, de l'autre côté, il y a des pavillons. C'est juste savoir si les riverains sont informés déjà des travaux, puisque ça passe par l'allée des Papillons. S'il y a une zone artisanale, il va y avoir des utilitaires. Bon, voilà, ça crée quand même des nuisances. Oui, c'est encore une fois, le sujet était ciblé depuis des dizaines d'années en zone artisanale à cet endroit-là. Donc les riverains ne sont pas surpris de la création de la zone, puisqu'elle existe dans le PLU depuis toujours. Et effectivement, on l'a ciblé en petites cellules, hein, ces 28 cellules qui sont des petites cellules pour des petits véhicules. Il n'y aura pas de semis ou de choses comme ça qui circuleront dans cette voie, bien entendu. Hein. Oui, il s'agit de toute façon d'un projet privé, donc c'est une entreprise privée qui a le droit de construire sur ce terrain qui s'en est rendu propriétaire ou qui était peut-être déjà propriétaire de longue date. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions. Non, je n'en vois pas. Alors, donc, qui est contre? 6 voix contre. Ok.
Ok, pardon. Qui s'abstient? Excusez-moi, j'étais perturbé. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Donc, merci. Donc, à la majorité, la délibération est adoptée. Alors, je vais passer la parole, mais je voudrais juste dire un mot avant, à Monsieur No pour la délibération numéro 10. Nous sommes à la 10, c'est ça, sur la mise en place donc de la sectorisation scolaire. Je voulais juste dire que c'est donc un moment historique que nous allons vivre pour la commune, puisque on pensait que donc il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant de carte scolaire, et que nous pouvons penser que cette carte scolaire, même si elle évoluera dans le temps, nous ne reviendrons jamais en arrière, puisqu'il est très peu probable qu'à nouveau toutes les écoles soient concentrées au même endroit, ou alors dans très très longtemps. Donc je passe la parole à Monsieur No pour ce moment historique pour la commune. Merci, Monsieur le maire. Donc l'objet de cette délibération est donc la mise en place d'une sectorisation à la rentrée de septembre 2024 pour les écoles de la commune. Donc le contexte est pourquoi cette sectorisation. Aujourd'hui et jusqu'à ce jour, 3 écoles situées au centre-bourg accueillent les enfants de la commune, à savoir l'école élémentaire du Parc accueille 460 enfants répartis dans 19 classes. L'école maternelle du Parc accueille 155 enfants répartis dans 7 classes. L'école maternelle de la Plaine accueille 130 enfants répartis dans 6 classes. À la rentrée de septembre 2024, l'ouverture du groupe scolaire FEDO amène la commune à définir une sectorisation pour mieux organiser l'affectation et la répartition des enfants sur désormais 5 classes au lieu de 3, c'est-à-dire 3 au centre-bourg et 2 classes à FEDO. À savoir qu'à FEDO, pour un seul groupe scolaire, il y aura donc 5 classes élémentaires et 3 classes maternelles. Alors, la méthode et comment cette sectorisation? Alors, le 24 janvier 2024, une réunion publique a présenté les tenants et les aboutissants de cette sectorisation qui s'articule sur 2 principes. Un premier principe qui consiste à favoriser... Non, je vous en prie, Madame Rigbosch, si vous avez des questions. Non. Donc, un premier principe qui consiste à favoriser la proximité du lieu de résidence de l'enfant avec son école. À savoir qu'on pense que ce principe devrait permettre aux enfants de se rendre à l'école, soit en favorisant leur mobilité, notamment la mobilité douce, soit de s'y rendre à pied, soit de s'y rendre à bicyclette. Donc, et en sachant que le circuit bus concernant cette école sera toujours assuré, mais exclusivement pour cette école. Donc, un deuxième principe qui consiste à répartir au mieux les effectifs dans les 5 écoles en tenant compte des capacités d'accueil de chacune. Alors, depuis 2 ans, c'est un travail qui a été mené entre la municipalité et les services de l'éducation nationale, à savoir l'inspecteur de circonscription et les directeurs des écoles concernées. Bon, donc on a construit cette sectorisation. Alors, quelles sont ces zones sectorisées? Donc, il n'y a rien, ça ne se projette pas au... Donc, il y a ce qu'on appelle une zone bleue qui correspond au secteur du centre où seront affectés automatiquement les enfants sur leur niveau à l'école maternelle de la Plaine, à l'école maternelle du Parc, à l'école élémentaire du Parc. Alors, à savoir que, théoriquement, à l'école maternelle de la Plaine, les 6 classes qui existent déjà seront conservées. À l'école maternelle du Parc, théoriquement, il y a 3 classes qui doivent partir sur les 7, et donc les 3 classes qui partent partiraient à l'école FEDO. Et à l'école élémentaire, sur les 19 classes existantes à l'heure actuelle, 5 classes partiraient à FEDO. J'ai bien dit partiraient parce que on pense
que ça va se passer comme ça. On attendra les décisions et notamment les inscriptions de fin du mois de mars pour savoir exactement où les élèves vont pouvoir être répartis. Et donc, à l'école élémentaire de la Plaine, du parc, il resterait 14 classes sur les 19 et 5 partiraient à Fédot. Alors, une autre zone, ce qu'on on a intitulé la zone violette, qui correspondrait au secteur Fédot, où les enfants seront affectés automatiquement selon leur niveau. Donc, ils seraient affectés soit à l'école maternelle de Fédot, 3 classes, soit à l'école élémentaire de Fédot, 5 classes. Alors, et donc, je pense que c'est là où c'est un peu une idée originale, à mon sens, une zone jaune qui correspondrait à un secteur dit un secteur tampon, où les enfants pourraient être affectés à l'une ou l'autre zone, et ce choix pourrait être opéré au vu des effectifs et des capacités d'accueil de chaque école. Les affectations seront décidées en concertation avec les services d'éducation nationale et les directeurs et les directrices des écoles concernées, en tenant compte, et c'est toute la difficulté du problème, des capacités d'accueil de chaque école et des effectifs des classes. Les enfants scolarisés dans les écoles du centre et affectés à la rentrée 2024-2025 dans l'une des nouvelles écoles du secteur Fédot conservent la possibilité de solliciter leur maintien dans leur école si leur famille le souhaite. Alors, la sectorisation entrera en application à la rentrée de septembre 2024. Elle pourra être modifiée par délibération du conseil municipal pour tenir compte de l'évolution de 3 facteurs d'incertitude. C'est là toute la complexité de l'exercice. Alors, ces 3 facteurs d'incertitude. 1, les inscriptions à venir dans chaque école par niveau. 2, l'évolution démographique dans la commune, qui se situerait autour des écoles. Et en 3, du développement urbain autour de chaque groupe scolaire. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire. Oui, merci, monsieur No. Écoutez, qui souhaite prendre la parole? Monsieur Colombo, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. J'ai des questions pour monsieur No. Sur la création de la zone jaune, vous pouvez vous en douter, zone tampon, qui sera, les gens seront affectés en fonction des effectifs dans les établissements. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas trop où c'est qu'ils vont être affectés, c'est en fonction de ça. Donc dans un même secteur, il y a des gens qui pourront aller sur Fédot, d'autres qui seront sur le parc. Ça va être compliqué parce que, ne serait-ce que pour le transport, j'imagine qu'il y a quand même les lignes de bus scolaires qui vont être maintenues. Donc, comment vous allez gérer le transport scolaire dans la zone tampon? Alors, pour répondre à votre question, sur la zone tampon, vous avez entendu que j'ai dit qu'il y avait, par rapport au secteur Fédot, il y aurait un circuit bus qui desservirait uniquement le secteur Fédot. Bon, ensuite, par rapport, donc, ceux qui seront dans la zone tampon seront affectés sur une école ou sur l'autre. Ça, j'avais compris. Jusqu'à présent, c'était ça. Et donc, les circuits bus qui étaient initialement prévus, donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y avait 5 circuits bus. Donc, je pense qu'il va falloir revoir les circuits bus, puisque tous les circuits bus seront aussi fonction des affectations des élèves et du nombre d'élèves qui iront sur les écoles, du centre. Donc, il y aura un circuit bus sur le secteur Fédot et donc zone tampon. Les enfants qui seront affectés sur les écoles du centre, on le saura à la fin du mois de mars, puisque les inscriptions sont en train de se faire. Donc, sur le secteur zone tampon et zone bleue, je pense qu'il y aura 3 ou 4 bus qui seront réétudiés pour redistribuer les enfants sur les écoles où ils seront affectés.
Merci pour la réponse. Donc, ça veut dire que cette zone se verra desservir par deux circuits différents. Donc, enfin, pour les deux écoles, puisqu'ils seront amenés à être... voilà. Oui. La zone tampon, la zone jeune, c'est quand même une zone avec beaucoup de logements sociaux. Il y a beaucoup d'enfants. Et donc, dans les mêmes familles... comment vous allez faire le choix de les affecter dans l'une ou dans l'autre? Ça sera en fonction des capacités d'accueil. Donc là, en fait, excusez-moi, je finis ma phrase. Ça veut dire que les familles de la zone jeune, zone tampon, sont affectées les derniers? Non, pas forcément. Si c'est en fonction des inscriptions dans les deux écoles, pour équilibrer. Si vous voulez, c'est toute la complexité de cet exercice, puisque la fin de la délibération le dit bien. Il faut qu'on arrive à répartir des enfants sur 5 écoles, en sachant que il y a des facteurs d'incertitude qui sont dans l'inscription à venir dans chaque école et par niveau. L'évolution de la démographie dans la commune et le développement urbain autour de chaque groupe scolaire, de chaque école. Donc c'est vrai qu'actuellement, les services de la mairie sont en train de continuer leur démarche de récolte, d'inscription des enfants, pour savoir sur quelle zone on pourra répartir définitivement et construire les écoles. En sachant que les cellules classes, vous le savez comme moi, c'est pas une chose que maîtrise la municipalité. Les cellules classes, c'est décidé en dernier moment par l'inspecteur de circonscription. Donc, lorsqu'on aura ces inscriptions définitives, et encore définitive, parce que je discutais cet après-midi avec Madame Toustou, qui me précisait que même au cours des vacances scolaires, on a toujours jusqu'à 10 et voire 20 inscriptions qui arrivent. Donc il est très difficile de pouvoir prévoir d'une façon très très rationnelle le nombre d'enfants qui iront sur chaque école. J'entends bien, oui. Ça, c'est un art qui est compliqué. C'est très difficile. Mais ce que je comprends quand même, c'est que ces gens-là qui habitent dans ce secteur jeune, eux, sont dans une incertitude d'inscription. Donc, à terme, alors pour le début, je veux bien l'entendre, mais à terme, il faut qu'on arrive à supprimer cette zone tampon. Si vous voulez, la première année, là, pour l'ouverture de l'école, cette zone tampon va nous servir à réguler les effectifs classes sur les 5 écoles. Elle va nous servir à ça. Donc déjà, quand on aura un retour de terrain de cette première année, on va déjà savoir à quoi s'en tenir. On va déjà avoir des données chiffrées et objectives de combien d'enfants vont sur telle et telle école. Et ensuite, à terme, je pense que c'est aussi dit dans la délibération que la municipalité se réserve le droit de pouvoir... Enfin, le droit, c'est pas un droit. C'est-à-dire qu'en fonction des retours de terrain, soit cette zone tampon, je ne pense pas qu'on la supprimera, parce qu'elle sera toujours nécessaire, mais on pourra la faire évoluer, soit l'agrandir, soit la diminuer. C'est l'intérêt de la zone tampon. Et la carte scolaire, effectivement, peut évoluer comme dans les communes qui ont des cartes scolaires évoluent en fonction, effectivement, de la démographie, des niveaux de construction. Mais vous avez raison, M. Colombo, oui, il y a une période d'incertitude. Il me semble qu'on avait dit aux parents qu'a priori, cette zone tampon était plutôt réservée à la zone bleue. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens qui sont venus à La Réunion, normalement, vous êtes affectés dans la zone bleue. Sachant que l'incertitude, il y a aussi des gens qui nous demandent actuellement à vouloir changer. Et dire, moi je suis dans la zone bleue, mais je travaille à côté d'un supermarché qui est dans la zone rose, par exemple, donc je préférerais ou je souhaiterais que mon fils suive son camarade de classe qui est de l'autre côté. Donc oui, il y a des gens pour qui ce n'est pas une incertitude non plus insurmontable. Voilà. Donc on va essayer de traiter ça le plus rapidement possible.
Mais vous comprenez bien que dans cette zone-là, il peut y avoir des constructions, il y a la question de l'évolution de la démographie qu'on ne maîtrise pas, bien sûr, hein, et qui fait qu'il faut bien que l'on trouve une solution, surtout sur cette année vraiment particulière, avec ces fameuses ouvertures de classes que va décider aussi l'Éducation nationale. Donc on est dans une zone particulière, il y a des livraisons de logements dans le secteur de la rue des Provinces, hein, on a 34 logements, je crois, avec des T4 et des T5, et aujourd'hui on ne sait pas encore quelles sont les familles qui vont habiter. Est-ce que ce sont des familles parfois recomposées avec des ados, ou plutôt des familles avec des enfants en bas âge. Donc voilà, tout un tas d'éléments d'incertitude, et c'est vrai que c'est une année qui va être difficile pour un certain nombre peut-être de parents, mais difficile pour les services aussi. Voilà, c'est vraiment quand je disais un moment historique que l'on vit ici, bon, à la fois la carte scolaire, mais aussi la création d'un nouveau groupe scolaire de cette amplitude-là ne va pas être totalement simple à gérer, évidemment, mais il faut que nous nous y préparons avec le directeur général des services et ses services, l'ensemble des services. Avez-vous d'autres questions? Monsieur Cholet, peut-être? Oui. Oui, alors c'est vrai, merci Monsieur le maire, c'est vrai qu'une carte scolaire à mettre en place, c'est une usine à gaz, honnêtement. Monsieur No, je vois qu'il aussi, je pense qu'il rejoint mon idée quand même, parce que moi ce que je ne comprends pas, c'est, vous avez été conseillé par l'Éducation nationale, j'imagine derrière, c'est ce découpage géographique. Il aurait été peut-être plus opportun de partir sur un découpage démographique, c'est-à-dire d'identifier les pôles de localisation où, et ça on le sait, nous communes, on le sait où sont situés nos jeunes de la maternelle jusqu'au CM2, parce que moi quand je vois ce découpage-là, et après avoir lu la délib, je me dis que si j'achète une maison sur l'Estrie, parce que l'école de Fédot est plus belle, parce qu'elle est plus moderne, parce que les profs sont plus sympas, ou parce que mes gamins avec qui mon fils fait du judo, il a Fédot, je ne pourrais pas envoyer mon fils sur Fédot. Waouh. Ben, si vous voulez, c'est le but d'une carte scolaire. Oui, une carte scolaire, mais non, mais je suis désolé. Il faut, le paradoxe, il faut qu'on concilie les désirs individuels des parents avec les contraintes collectives de la collectivité. Parce que dans ces cas-là, sur l'ensemble du territoire communal, il suffit que chacun ait un désir particulier pour aller ici, aller là, etc. Les circuits bus, il va falloir qu'on fasse des circuits bus pas possible. Je pense qu'à un moment, il faut figer le désir individuel par des contraintes, tout en laissant une latitude aux gens, aux parents des enfants qui souhaiteraient. D'ailleurs, c'est clairement expliqué dans la délibération. Pourquoi ne pas avoir raisonné sur la démographie? Alors, donc ça veut dire que c'est ce qu'on a fait. 80% de la commune, grosso modo, la zone bleue, 80% de la commune va aller sur les écoles du centre-bourg. Oui, mais c'est lié à la capacité d'accueil qui sont plus importantes. Donc on a fait une... Pardon, peut-être pour vous préciser la construction, je me permets de prendre la main. On a positionné, effectivement, puisqu'on a les adresses de chacun des enfants aujourd'hui, donc on a fait plusieurs simulations pour établir cette carte, pour voir comment on pouvait remplir les deux écoles, faire répartir les enfants dans les deux écoles. Et puis il y a aussi une question de justice, parce que comme vous le dites, sinon tout le monde aura peut-être voulu aller dans l'école la plus récente, la plus neuve. Là, l'idée quand même, c'est d'avoir une répartition, une école de proximité. C'est ça, une école de quartier, pour limiter les mouvements, pour faire en sorte que les enfants puissent aller à pied, que les parents puissent être, même si c'est en voiture, à quelques minutes rapidement, de l'école, pour éviter de traverser toute la commune, de refaire des bouchons dans l'autre sens, etc., puisque on sait que c'est compliqué. Donc voilà, la logique qui a prévalu, c'était vraiment une école de quartier, c'était une volonté politique, parce qu'à l'inverse, si on avait eu une nouvelle école au centre, alors là, je ne sais pas comment on aurait fait pour répartir. Et la liste aurait été longue, puisque là, on a déjà des gens qui souhaitent effectivement basculer d'une école à l'autre, soit parce que ça les arrange pour des questions de travail, ou parce que c'est sur la route, ou parce que l'école sera effectivement plus moderne de fait, hein, et toute neuve et avec de meilleures conditions. Ça aurait été difficile à gérer. Là, on a au moins quelque chose de factuel, c'est on habite dans un quartier et on se retrouve dans l'école de quartier. Voilà. Monsieur No. Monsieur Cholet, pour répondre à votre questionnement sur la démographie du territoire communal, on s'est appuyé sur une cartographie scolaire
qui a été faite par Monsieur Arnaud Agé et qui justement nous a fait une cartographie scolaire de l'ensemble du territoire communal où il a rentré, donc comme disait Monsieur le maire, les adresses des parents, mais non seulement on avait les adresses des parents, mais en plus on avait la date de naissance des enfants. Donc automatiquement à partir de la date de naissance des enfants, on pouvait les identifier dans un niveau. Donc voilà, je réponds à votre question puisque ça a été un outil qui nous a été très très précieux. Bon, d'ailleurs au passage, je remercie Monsieur Agé sur le travail qu'il a fait. Il a fait un très beau travail, un travail de longue haleine où l'ensemble de notre population scolaire a été identifié sur donc les 3 zones. Et donc on s'est servi entre autres pour construire notre première structuration d'école sur ces zones-là. Et c'est à partir de là qu'il y a donc eu une zone violette, une zone jaune et une zone bleue. Et effectivement, ces zones, elles ne sont pas figées, elles sont pas figées. Donc, comme c'est dit dans la délibération, c'est très clairement dit dans la délibération, il y a les incertitudes sur la démographie, les incertitudes sur l'urbanisation, et voilà. Donc, oui, et donc, c'est la première année sur laquelle on va s'appuyer. Ça va nous être un point d'appui. J'entends. Après, je ne suis pas certain que l'éducation nationale, avec tout le respect que je dois à mon employeur, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ont une espèce de triangle, ils coupent en 3, terminé, ils font un cercle, ça aurait été un rectangle. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas procédé de la sorte. Mais c'est pas l'éducation nationale. Ah, hein. ça c'est vous. Non. Okay. Mais ça, c'est un travail que l'on a fait avec les directeurs d'école, mais en collaboration avec Monsieur Gay, qui est l'inspecteur de circonscription. On lui a soumis nos idées, et puis il nous disait... Alors après, là-dessus... vous connaissez le milieu enseignant, se rajoute à ça toute la complexité quand il va s'agir de nommer les enseignants, puisque au niveau des temporalités, les mouvements des enseignants sont totalement décalés. Bon, la compétence municipale, nous, on gère les écoles et on gère le personnel qui va faire fonctionner les écoles. L'éducation nationale, elle gère le personnel qui va faire... Et donc, il y a le problème des mutations des enseignants. Bon, là, les mouvements des enseignants, on ne les connaît pas. Je vous dis, il y a des choses, on est obligé de s'appuyer sur quelque chose pour commencer à construire. Bon, en tout cas, ça sera ma conclusion personnelle. Je vous souhaite bon courage parce que j'espère que ça va fonctionner. Parce que franchement, c'est un travail de titan. Et, Arnaud, je sais comment il bosse, il est sérieux. Et il a fait un super boulot. Mais là, j'espère que ça va matcher, quoi. Voilà. Enfin, de toute façon, ce que je peux vous assurer, c'est que tous les enfants iront dans une ou l'autre des écoles. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour les écoles, même sans sectorisation. Pour affecter des enfants dans une école maternelle, on les met dans l'une ou l'autre des écoles. Bon, alors ça ne pose pas de problème puisque tout le monde est au même endroit. Mais... Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote sur cette délibération historique, encore une fois. Donc, qui est contre ? Alors, 8 votes contre la carte scolaire. Pas vraiment d'explication. Et si, sur la question de la zone tampon, peut-être. Bon. Eh bien oui, c'est pas contre la carte scolaire, puisqu'il en faut une, mais c'est contre la zone tampon, effectivement. Alors, donc 8 votes contre. Donc, qui s'abstient ? Personne. Et donc, qui vote pour ? Merci. Donc, la délibération est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Madame Lesbatz pour 2 délibérations culture, la numéro 11 pour commencer. Merci Monsieur le maire. Alors, c'est une signature de convention habituelle que l'on vote 2 fois par an avec l'Institut départemental de développement artistique et culturel, l'IDAC. Vous avez, alors c'est une aide financière qui est à la hauteur de 50% ou de 33% en fonction des spectacles proposés. Lorsqu'ils sont dans l'espace public et gratuit, ils nous aident à la hauteur de 50% et 33% lorsque ce sont des... c'est en salle, on va dire, pour faire plus simple. On a eu l'agréable surprise d'avoir des spectacles qui n'étaient pas prévus pour être aidés et qui ont été rajoutés. Il y a trois
3 spectacles, Enfants d'éléphant, Les Petites Fleurs et La Poutine de Janine, que vous viendrez tous voir vendredi. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération numéro 11 est adoptée. Madame Lesbats pour la numéro 12. Alors là, c'est le spectacle qui rentre dans les fiches CODEV, les arts de la rue. Donc c'est la 3e saison où on choisit un quartier. Donc il y a eu le quartier sud avec la rue Roland-Petit, le quartier nord avec le lotissement La Ferme. Et cette année, eh bien, on a donné la possibilité au groupe Programme Acteurs qui choisit certains spectacles, mais aussi qui nous donnent leur avis sur des quartiers. Nous allons choisir un quartier Est. Donc ça serait certainement soit, alors c'est pas encore déterminé, soit La Ferme, non, Fond de Rode. Je regardais et puis je la ferme. Soit Fond de Rode, soit le golf. Voilà. Ce spectacle est un spectacle un peu particulier, mais qui est un peu dans la veine de La Poutine de Janine, puisque là aussi, la cuisine fait partie du spectacle. Là, cette fois-ci, c'est une chorégraphie culinaire. Spectacle donc assez original, hein, participatif aussi, puisqu'il y a des gens qui participeront là aussi à un banquet. Donc cette année, vous voyez, il y a pas mal de spectacles qui sont en lien avec la cuisine. Et c'est un spectacle qui est surtout connu aussi pour ses engagements éco-responsables, que ce soit au niveau des produits alimentaires qui seront proposés, qui seront des produits bio de saison et locaux, où les déchets sont valorisés et la mobilité aussi est prise en compte, puisque les artistes se déplacent principalement soit en covoiturage, soit par le train, soit en mobilité douce. Il y aura d'ailleurs d'autres spectacles dans la suite aussi où la mobilité est prise en compte pour que les artistes se déplacent de façon plus respectueuse. Voilà, je pense vous avoir donné tous les détails. Si, ça s'appelle « Puis-je vous servir ?», le titre du spectacle. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non, bien écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vais passer la parole à Madame Winter pour la délibération numéro 13. Merci. Délibération donc 2024-013 relative au programme d'intérêt général, versement des subventions. Je vous rappelle que le programme d'intérêt général initié par Bordeaux Métropole, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs à revenus modestes, voire très modestes, dans des projets de rénovation énergétique et réhabilitation en faveur de l'adaptation au vieillissement ou au handicap. Donc la convention pour le PIG 3 a été signée en septembre 2019. Donc là, la délibération en question porte sur le versement des subventions donc, du dossier 033 019 457 pour un coût total de 6 744,01 € pour l'adaptation d'une salle de bain plus WC, donc avec des participations financières au niveau de la ville pour 2 000 €, de la part de l'ANA, c'est l'Association nationale de l'amélioration de l'habitat, pour 3 196,22 €. Bordeaux Métropole participe à hauteur de 1 278,49 €. Donc il restera un reste à charge de 269,30 € pour lequel il sollicite la CARSAT. C'est en cours, hein, c'est un dossier qui est en cours pour cette somme-là. Donc voilà, donc il est demandé d'autoriser Monsieur le maire à attribuer et à verser donc, les aides financières pour le financement des travaux suivants concernant ce dossier à hauteur de 2 000 € de la part de la ville d'Artigues.
Merci, Madame Pinter. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce dossier? Non plus. Bon, écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération numéro 13 est adoptée. Et je passe la parole à Madame Brochard pour la dernière délibération de ce conseil relative aux chèques-cartes. Madame Brochard. Oui, bonsoir. Donc, je vous rappelle que les chèques-cartes sont donnés aux jeunes artigués âgés de 4 à 18 ans. En 2023, l'enveloppe réservée aux chèques-cartes s'est élevée à 5 000 €. Et donc, les comités qui reçoivent, les clubs qui reçoivent des chèques-cartes se présentent auprès de la commune pour le remboursement des avances consenties. Alors, Artigues Basket Club, 41 coupons, 820 €. Handball Club d'Artigues, 18 coupons, 360 €. L'épongiste Artiguais, 6 coupons, 120 €. Artigues Gym, 3 coupons, 60 €. Dojo Artiguais, 50 coupons, 1000 €. Football Club Rive Droite, 60 coupons, 1200 €. Tennis Club d'Artigues, 82 coupons, 1640 €. Je vous rappelle que le passeport existe encore cette année, donné par l'État. Il s'agit de donner 50 € à des jeunes entre 6 et 17 ans, révolus, ces jeunes qui bénéficient de l'allocation rentrée. On donne aussi un passeport aux handicapés de 6 à 19 ans révolus et aux étudiants âgés de 28 ans au plus. Merci Madame Brochard. Avez-vous des questions sur cette dernière délibération? Non, je ne vois pas de questions. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Avant de conclure ce conseil, je voulais simplement vous indiquer la date probable du prochain conseil municipal. Ce devrait être le mardi 2 avril, puisque le 1er avril étant un jour férié, c'est le lundi de Pâques. De manière inhabituelle, nous proposons, mais il faut quand même voter le prochain budget donc avant le 15 avril. Donc nous proposons très certainement le mardi 2 avril, mais nous aurons l'occasion d'en reparler à travers des commissions et de la convocation officielle, bien sûr. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Le conseil municipal est terminé.